aujourd'hui, notamment le secrétaire général de l'EPS qui a annoncé clairement qu'il n'y aura pas d'élection sans recensement cette fois-ci. Les débats ou la question fait débat aujourd'hui au sein de l'opinion. Déjà à partir du moment où l'Église catholique, dans sa récente déclaration, a Condé de faire tout pour relever les paris de l'organisation des élections en 2023. Pas plus tard, il y a eu une levée de boucliers et aussi beaucoup de procès d'intention de ceux-là qui accusent le président Tshisekedi déjà de semer la confusion et de vouloir glisser. C'est une question qui sera abordée au cours de cette émission. Mais à côté de cela, nous allons aussi parler de ce gouvernement Samalou Condé, les enjeux, les paris que doit relever ce gouvernement pour mobiliser les moyens afin que les promesses du président de la République faites au peuple congolais soient réalisées d'ici 2023. Pour analyser toutes ces questions, les passés au peigne fin, si vous voulez, nous recevons aujourd'hui dans cette émission les serviteurs de la République, messieurs les docteurs Noël Tiani Mwadinvita. Il est président national du regroupement des forces de changement. Oui, c'est avec lui que nous allons pouvoir nous entretenir au cours de cette émission. Monsieur Noël Tiani Mwadinvita, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir dans votre émission. Vous avez suivi justement cette polémique au sein de la classe politique. Aujourd'hui, pas d'élection sans recensement. Monsieur Noël Tiani, quelle est d'abord d'entrée de jeu votre réaction à chaud? Oui, je vous remercie de poser cette question parce que beaucoup de personnes approchent cette question sous forme politique, en liant la question du recensement à la question d'élection. Mais moi, je voudrais approcher cette question purement et simplement sous l'angle d'un économiste. Quand vous êtes économiste et vous voulez développer un pays, vous avez besoin d'un certain nombre de variables de qualité que vous pouvez analyser et sur base desquelles vous pouvez concevoir des politiques publiques. Je considère que l'un des éléments importants pour la conception des éléments de politique publique, c'est la taille de la population d'un pays. La République démocratique du Congo, en tant que pays, a combien de gens? Il y a beaucoup de chiffres que j'entends dehors là. Il y a des gens qui continuent à dire que la RDC a une population de 80 millions d'habitants. Moi, personnellement, je vous informe que la RDC a une population aujourd'hui là de 105 millions d'habitants. Sans recensement, comment vous faites pour avoir arrivé à cela? On utilise donc les chiffres du recensement antérieur et on extrapole ça en tenant en 1984, hein, le recensement qu'on a vu. Voilà, on extrapole ça en tenant compte du taux de croissance de la population qui était 3,3%, 3,3, 3,5%, mais aussi on minore cela du taux de mortalité. Parce que chaque année, il y a des gens qui naissent et d'autres qui meurent. Alors, quand vous utilisez donc ces deux taux de croissance et de la population et de diminution de la population et vous appliquez aux chiffres de la population au moment du dernier recensement, en faisant les calculs, on trouve aujourd'hui que la RDC a une population de 105 millions d'habitants. Avec ça, les 10 millions de guerres. Là, dans le taux de mortalité. Maintenant, il y a d'autres organisations qui sont spécialisées pour faire les estimations de ces statistiques-là. Notamment, il y a une organisation qu'on appelle World Population Count. Si vous allez juste sur Internet, mettez World Population Count, République démocratique du Congo, on va vous donner le chiffre de la population exacte, c'est-à-dire 105 millions d'habitants et quelques poussières par la suite. J'ai vu qu'ils ont estimé la population américaine avec précision. Ils ont estimé la population allemande, française, la population des îles du Cap-Vert, du Sénégal, d'Afrique du Sud. Il n'y a pas de raison que chez nous, quand on applique les mêmes méthodes, qu'on ne puisse pas trouver ce chiffre-là. Donc,
rien que les divergences qu'il y a autour donc, du chiffre de la population congolaise militent pour l'organisation du recensement. Parce qu'on ne peut pas concevoir des politiques publiques en l'air sans savoir on conçoit ces politiques pour combien de gens. Je vous donne l'exemple. La RDC vient d'importer 440 bus Volvo pour le transport en commun de la population. Nous avons 26 provinces. De Kinshasa, hein, pas... Nous avons 26 provinces. Mais je vais donner un exemple simplifié pour que les gens comprennent pourquoi je mets l'accent sur l'importance de la population. Maintenant, si on doit supposer qu'on puisse répartir ces bus-là entre Kinshasa et le Grand Kasaï, par exemple. Kinshasa a une population de 15 millions d'habitants. 12 millions, 10 millions. Je donne 15 millions pour simplifier les calculs, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, prenons tout le Grand Kasaï. À supposer que tout le Grand Kasaï ait une population de 5 millions d'habitants. Nous avons donc le Grand Kasaï qui entre dans Kinshasa au point de vue de la population 3 fois. Si on veut répartir les 400 bus, on devrait prendre 3 fois les bus qu'on peut mettre dans le Grand Kasaï, les mettre dans Kinshasa, parce que la population de Kinshasa est 3 fois plus nombreuse que celle du Grand Kasaï. Vous comprenez mon raisonnement? Justement. Donc, connaître la taille de la population, c'est très important pour concevoir des politiques publiques. Donc, oublions les élections. Nous avons besoin de connaître la population exacte de la RDC, elle était combien. Pour cela, il est important qu'immédiatement qu'on se mette au travail, qu'on organise le recensement de la population, et quand on aura terminé ce recensement-là, il y a d'autres politiques publiques qui pourront suivre à partir de là. D'où, pour moi, il est important d'avoir le recensement avant même ces élections-là, mais je pense que nous devons nous organiser pour qu'on ne puisse pas modifier le calendrier électoral. Le calendrier électoral appelle pour les élections en fin de décembre 2023. Faisons tout pour que le recensement de la population ait lieu avant ça et que les étapes préparatoires qui amèneraient à l'organisation des élections en décembre 2023, ces étapes soient satisfaites, c'est-à-dire la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante acceptable à tout le monde, la révision de la loi électorale et toutes ces étapes préparatoires. Il faut qu'elles aient lieu avant ça, y inclut la mobilisation d'argent pour financer ces élections-là qui vont avoir lieu en 2020. Alors, mais M. Noël Tchani, la question du recensement, lorsqu'elle a été posée en 2015, il y avait beaucoup de levées de boucliers dans ce pays. Les gens s'opposaient effectivement au recensement parce qu'ils pensaient que ce recensement allait occasionner un glissement. Aujourd'hui, ce sont les mêmes inquiétudes. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de ceux-là qui pensent que parler du recensement aujourd'hui est une technique glissogène, entre guillemets? C'est une inquiétude qui est tout à fait compréhensible. Parce que quand on a été mordu par un serpent une fois, on pense que tout ce qui bouge pourrait être un serpent et pourrait vous mordre. Donc vous prenez des précautions pour cela. Mais je voudrais aussi que nous puissions, en tant que pays, à un moment donné, dépassionner le débat, pour que nous fassions des choses qui soient utiles pour notre pays une fois pour toutes. Avant 2016, il y avait quelqu'un au pouvoir qui s'appelait Joseph Kabila. Ce monsieur-là était animé de mauvaises intentions. Il ne voulait pas organiser des élections, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc, la population congolaise était devenue allergique à toutes les initiatives qu'il pouvait prendre parce qu'on savait que tout ce qu'il faisait, c'était pour retarder le processus. Je devine qu'il y a des conditions qui sont différentes aujourd'hui. Nous avons un nouveau président de la République qui est venu, pas par la force de l'arme, qui est venu au pouvoir par les élections. Et qui connaît ce que c'est tenir les élections parce qu'il s'était battu dans le passé contre Joseph Kabila pour connaître des élections dans les délais, même si on n'avait pas respecté les délais. Moi, je voudrais lui donner le bénéfice du doute. Je ne pense pas que le président Félix-Antoine Tshisekedi ait l'intention de faire le glissement comme Kabila passait toutes ses journées à... Donc, donne-lui le bénéfice du doute. Mais travaillons d'arrache-pied pour avoir le recensement et préparer les élections pour qu'en 2023, on respecte le calendrier. Non, mais Noël Tchani, par le passé, on a quand même condamné, pour une certaine opinion, le fétichisme des dates. Aujourd'hui, nous avons connu la Covid-19 qui a pratiquement bousillé, si vous voulez, l'année 2020, qui était dénommée l'année des actions par le président Tshisekedi. Et les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge. Et une année comme ça de perdu, des défis qui sont devant
le gouvernement Samalou Kondé, les défis notamment économiques, vous pensez vraiment que la RDC peut avoir, d'ici 2023, mobilisé 300 ou 500 millions de dollars pour organiser les élections, s'occuper du social des Congolais, développer le pays? Vous pensez vraiment que le pays peut mobiliser cet argent-là dans cet état? Je vais vous dire ceci, c'est que la Covid-19 n'est pas tombée simplement en République démocratique du Congo. Elle a affecté tous les pays du monde. Et tous les pays du monde ont aussi des calendriers électoraux qui doivent être respectés. Je n'ai pas entendu encore des pays en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine ou même en Afrique dire qu'à cause de la pandémie de Covid-19, nous n'allons pas... La comparaison ne tient pas, étant donné que nous sommes vraiment un pays fragile économiquement. J'arrive. Tous les pays du monde sont fragiles. On n'est pas les plus fragiles de la planète. Donc, parce que nous sommes un pays, nous devons avoir la capacité de planification et d'organisation comme les autres pays aussi. Sinon, si on n'est pas capable d'organiser quoi que ce soit, autant jeter l'éponge et se mettre donc à la disposition des colonisateurs pour qu'ils viennent prendre le contrôle de notre pays et puis qu'on commence à être colonisé. Donc, si on ne peut pas faire ça, moi je pense que nous devons planifier les choses. Il y a eu la Covid, bien sûr, mais nous devons prendre aussi ce qu'on appelle des instruments de mitigation pour se dire, mais en tant que pays, s'il y a eu la Covid, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour accélérer le processus de préparation pour qu'en 2023, qu'on puisse respecter le calendrier électoral. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir des élections en 2023. Les élections sont un élément important pour la stabilité d'un pays. Lorsque les gens savent qu'à tout moment, ils peuvent se présenter aux élections s'ils veulent se faire élire, et en ce moment-là, ils vont travailler dur pour d'abord que les institutions soient stables, que personne ne vienne utiliser des moyens peu démocratiques pour arriver au pouvoir. Il faut que la stabilité soit l'élément important de la République démocratique du Congo pour nos institutions. C'est ça l'élément qui va nous permettre de nous développer, d'éviter de pouvoir recourir à des rébellions, à des guerres à tout moment. Donc, faisons tout pour respecter le calendrier électoral. On a quand même perdu 19 mois. Est-ce qu'on ne doit pas craindre quand même des élections bâclées telles que nous les avons connues en 2011 avec Ngoï Moulounda? On a perdu 19 mois à cause de qui? On a perdu 19 mois à cause de Joseph Kabila et de ses copains qui faisaient tout pour empêcher que le pays ne soit géré. Et je crois que la plus grande réalisation de ces 2 dernières années pour Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'avoir démantelé le réseau FCC, c'est-à-dire d'avoir dissous la coalition FCC-Cash et d'avoir neutralisé, je voudrais bien utiliser, je pèse les mots, d'avoir neutralisé Joseph Kabila et ses spies qui faisaient tout pour empêcher que le pays ne soit géré d'une certaine façon. Donc ça, c'est la plus grande réalisation. Maintenant qu'on a réalisé cela, concentrons-nous sur l'avenir pour pouvoir rattraper le retard du passé dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas possible parce que le calendrier électoral étant incompressible, vous ne pensez pas que glisser par exemple d'une année pour que nous ayons des bonnes élections, cela ne peut pas être imputé au président Tshisekedi? Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes pessimiste. Moi, je vois les choses différemment. Lorsqu'on devait faire un travail sur 5 ans, et qu'on a passé 2 ans, et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on fasse, moi, j'ai dit à partir de 3 ans, il faut travailler maintenant au lieu de 8 heures par jour, il faut travailler 16 heures par jour. Doubler d'efforts. Vous rattrapez les retards du passé et vous réalisez toujours vos objectifs dans la période donc, de 2023. C'est ça qu'il nous faut faire. Nous devons travailler d'arrache-pied, plus rapidement, beaucoup plus de temps à passer au travail pour respecter ce calendrier-là. C'est une contrainte que nous avons. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors, travailler durement, le gouvernement Samalou Kondé a du pain sur la planche, bien entendu, pour redresser cette économie, l'économie de ce pays. Le président Tshisekedi a fait beaucoup de promesses aux Congolais et les promesses qui jusque-là peinent à se concrétiser. Quels sont véritablement les défis de ces gouvernements? Que doit faire le gouvernement Samalou Kondé pour que nous partions de ces budgets médiocres qui n'honorent pas ce pays? Est-ce que vous pensez d'abord que c'est possible? Parce que nous avons entendu beaucoup de déclarations, notamment des économistes de ce pays, des anciens premiers ministres. On a entendu Adolphe Muzito, par exemple, dire que le gouvernement Samalou Kondé va échouer parce qu'il a déjà trouvé
un budget voté par le Parlement, le budget 2021, et ce budget-là ne peut pas permettre à ce que l'on fasse quoi que ce soit. Tout est déjà planifié pour un échec, étant donné que les 90% de l'enveloppe budgétaire va au salaire et il n'y a pas assez de billets d'investissement. Tout les décors de l'échec est déjà planté. Ça, c'est Adolphe Mozito. Je suis content que vous mentionniez ce monsieur-là, Adolphe Mozito, mais je voudrais vous dire, vous rappeler d'où il vient. Adolphe Mozito était ministre, je crois, ministre du budget, premier ministre, d'abord inspecteur des finances. Inspecteur des finances, il a travaillé avec Joseph Kabila pendant toute la mandature de Kabila. Et il a eu l'occasion de faire des réformes structurelles et institutionnelles qu'il fallait pour créer une base fiscale qui permette donc à notre pays de mobiliser plus de ressources. Il a occasionné l'atteinte du point d'achèvement des services. Mais par contre, tout ce que lui il a fait était de se servir à la caisse. J'ai compris, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier ça. Mais j'ai compris, vous connaissez Jekoko Mulumba, non? Oui, bien sûr. Qui avait fait déclaration qu'il y avait autant de maisons achetées par M. Mozito avec les fonds publics au moment où il était là. Et j'ai même suivi qu'il y avait un bourgmestre en Belgique, un député, qui avait mentionné la femme de Mozito comme ayant contribué à une opération de corruption. Donc, M. Mozito fait partie du problème, il ne fait pas partie de la solution. Si aujourd'hui le Congo a un petit budget, c'est à cause des gens comme les Mozito qui n'ont pas fait des réformes qu'il fallait. Maintenant, il veut que quelqu'un d'autre qui arrive au pouvoir pendant 2 ans seulement fasse le travail que lui, il aurait dû faire quand il était au pouvoir en tant que ministre du budget, en tant que Premier ministre. Il n'a pas fait le travail, il n'a plus le droit à la parole. Il faut qu'il se taise. Ça, ce n'est pas un économiste qu'il faut écouter. Maintenant, est-ce que nous avons des défis? J'ai dit bien, oui, nous avons des défis. Ce sont des grands défis de l'homme. Quels sont ces défis-là? Et je vous rappelle que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Quels sont les défis de développement de notre pays? Nous avons des défis sécuritaires. Il faut rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République, mais également sur l'étendue du territoire national. Ça demande beaucoup de ressources. Nous avons des défis de gouvernance. Il faut améliorer le système de justice, améliorer le système de mobilisation des ressources intérieures, réorganiser donc la douane, réorganiser donc la fiscalité pour qu'on puisse mobiliser plus de ressources par rapport à un petit budget que les Mozito et les autres nous ont laissé. Nous avons un petit budget de 7 milliards de dollars aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à encaisser tout l'argent qui lui revient. Beaucoup d'argent qui revient à l'État est détourné par les mêmes acteurs, y inclus les Mozito pendant qu'ils étaient au pouvoir. Maintenant, au-delà donc des défis de gouvernance, nous avons des défis d'infrastructures de base. Construire de nouveaux aéroports modernes pour que nous soyons compétitifs, même par rapport aux petits pays qui nous entourent à côté, qui ont des meilleurs aéroports que les nôtres. Nous avons besoin de pouvoir donner de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunication à tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, là, moins de 10% de la population congolaise, ils ont accès à l'eau potable, l'électricité, des services de télécommunication. Nous avons les défis d'alimentation, c'est-à-dire les Congolais meurent de faim et ils ne vivent qu'en important de la nourriture qui vient de l'étranger, alors que nous avons des terres arables, nous avons des rivières pour attraper donc les poissons, nous avons des forêts, des savanes pour attraper donc des gibiers pour pouvoir nous nourrir. Nous avons tous ces défis. Nous avons aussi les défis du secteur financier. Pourquoi? Parce que le pays n'a pas un système bancaire capable de mobiliser des ressources, de mettre à disposition donc des hommes d'affaires congolais qui veulent faire leurs affaires pour développer donc le pays. Nous avons des défis monétaires. Nous avons une monnaie aujourd'hui qui ne vaut rien, qui est l'ombre d'elle-même. Parce que la monnaie congolaise, d'après la constitution congolaise, c'est le franc congolais. Mais nous avons aujourd'hui le dollar américain qui circule partout et la circulation. C'est pas seulement le cas de la RDC, hein? La dollarisation de beaucoup d'économies au monde, c'est une situation je connais beaucoup de pays, je vous informe, qui sont des petites économies et qui ont une monnaie nationale crédible. Je vous invite à aller voir les îles du Cap-Vert. Je vous invite en dehors donc, de la zone CFA. Un paradis fiscal, hein? Donc c'est un pays, ce sont des pays qui ont bien géré leur monnaie. Je vous invite à aller voir donc, le Botswana ou l'Afrique du Sud. Ce sont des pays africains comme nous, mais qui ont des monnaies nationales qui soient crédibles. Donc nous pouvons aussi faire comme ces pays-là. Donc tout cela constitue des défis de développement. Nous avons des défis des ressources humaines. C'est-à-dire nous devons investir dans l'homme congolais, dans la femme congolaise. Au point de vue de l'éducation, de la santé, nous avons des défis pour nourrir tout le monde. C'est-à-dire, nous devons assurer ce qu'il appelle l'autosuffisance alimentaire. Pour régler tous ces défis-là, moi, j'avais fait un budget pour cela, dans le cadre du plan Marshall.
Et j'avais estimé que notre pays a besoin d'un budget annuel pendant les 5 premières années d'au moins 20 milliards de dollars par an. Par rapport aux 7 milliards que... Mais ça c'était quand même chimérique parce qu'un pays qui n'arrive pas à mobiliser 10 milliards de dollars, vous pensez que par un coup de baguette magique, on peut passer aujourd'hui de 3 milliards sur fonds propres à 20 milliards? J'arrive. Laissez-moi parler et je vais vous expliquer comment on peut les avoir. Si aujourd'hui les Mosito, les Matata et tous les autres là nous ont laissé des budgets de 7 milliards de dollars par an, moi je pense que nous pouvons mobiliser 20 milliards de dollars par an pour faire face à ces défis-là de façon responsable. Comment? Je commence déjà par les chiffres que nous connaissons. Le président Tambombeki est venu ici et a trouvé que 85% du revenu des ressources naturelles n'entre pas dans les caisses de l'État. 85%. Ce que ça veut dire, c'est que le budget de l'État représente quoi? 15% de ce qu'il devait être. Là où nous devons mener les efforts, c'est aller dans le budget de l'État. Tout l'argent qui échappe au trésor public pour le récupérer. Mais comment le faire? Parce que les diagnostics a toujours été posé, on a connu des séminaires de coulage de recettes, mais jusque-là, les problèmes demeurent entiers. J'arrive. Maintenant, il y a eu notre conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption, le Zolobank, qui a dit que chaque année, la RDC perdait 15 milliards de dollars. C'est contesté aussi par beaucoup d'économistes. Hein? Les économistes des chambres peuvent contester ça, mais des vrais économistes, ils savent que ce pays a de grandes possibilités de mobilisation des ressources. Donc maintenant, si 15 milliards de dollars perdus dans une année, concentrons-nous sur la récupération de ces 15 milliards de dollars. Ces 15 milliards sont perdus comment? Fraude fiscale, détournement des fonds publics, corruption, mais aussi exonération fiscale, exonération douanière. Nous avons l'inspection générale des finances qui vient de faire un travail extraordinaire et qui a conclu que voilà la liste des gens qui bénéficient de ces exonérations auxquelles ils n'ont pas droit. Prenons tous ces gens-là, on les amène au tribunal, on annule toutes les exonérations qu'ils avaient. Vous allez augmenter considérablement le budget de l'État. Maintenant, menons la lutte acharnée contre la corruption. Je n'ai aucune pitié contre ces détourneurs de fonds publics. Vous attrapez quelqu'un, on le met devant la barre, comme on a vu le procès de Caméré, on juge la personne, on condamne la personne, on la fout en prison, donc à Makal, vous restez là-bas pendant 20 ans, vous n'allez pas sortir. Et les militants de son parti ne doivent pas pouvoir réclamer d'aller dans la rue et demander, oh, il faut qu'on le libère. On libère sur base de quoi? Il faut que la justice se prononce. Si la justice a été faite de façon transparente, il faut respecter les décisions de justice. Maintenant, si on fait cette combinaison des choses-là, on va augmenter le budget, les ressources intérieures considérablement. Maintenant, s'il y a un reliquat, nous allons retourner à deux sources. Les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui peuvent apporter la différence, mais c'est également les sources naturelles. Un budget de 66 milliards de dollars. Le Nigeria, 581 milliards de dollars. Donc, nous sommes un grand pays, nous sommes capables de mobiliser donc ces ressources-là. Si nous nous mettons au travail, pas de fanatisme, mais en utilisant des méthodes que les autres pays ont utilisées pour arriver à... Alors, maintenant, le gouvernement Sama Lukonde est là. Je vais parler de Mosito, mais il y a aussi des Matata Pognon et Fayoulou qui n'accordent aucune chance à ce gouvernement. Ils disent, par exemple, que la corruption, vous avez relevé, cela gangrène tous les systèmes, mais aussi dans un pays où 90% des budgets va à la rémunération des gens, il n'y a pas assez de billets d'investissement. Est-ce qu'une telle critique n'est pas fondée et que doit faire aujourd'hui Sama Lukonde pour aller au-delà et mobiliser plus? Je vous ai toujours dit, moi je suis allergique aux gens qui ont été en position de faire des changements au niveau du pays et qui ont utilisé donc ce temps-là pour s'enrichir personnellement au lieu de travailler pour le pays. Matata Pogny n'a pas de leçon à nous donner aujourd'hui. Il faut déjà qu'il passe au tribunal pour se justifier sur l'utilisation des ressources dans le cadre du projet Bokanga-Lonzo. Ils ont dépensé 300 millions de dollars, mais on a trouvé qu'à peine 100 millions de dollars étaient utilisés 80 millions de dollars étaient utilisés dans le cadre du projet. Le reste, ils plantaient du maïs à Bokanga-Lonzo et des universités sortaient à Kindu-Maniema. Il faut qu'ils viennent nous expliquer ça avant de nous donner des leçons encore sur le plan de la gouvernance. Mon ami Martin Fayoulou n'a pas été responsable de la gestion de ce pays. Donc lui et moi, on est dans le même camp. On peut parler de la même façon parce qu'on n'a jamais été associé à la gestion du pays à ce niveau-là. Donc nous avons encore beaucoup de leçons à donner à ceux qui avaient géré et qui ont échoué comme les Matata Pogny. Maintenant, est-ce que c'est possible? Moi, je dis oui, l'impossible n'est pas possible. On doit se mettre au travail. Mais le point de départ, c'est quoi? Doter le Congo d'une véritable stratégie de développement, une vision de développement.
Maintenant, cette stratégie de développement que moi je propose, qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la révolution de développement, qui ne sera pas malheureusement appliqué par ce gouvernement. Sera appliqué pendant que vous et moi nous sommes vivants. Attendez simplement, vous allez voir. Donc vous avez dit que c'est vous qui êtes en mesure, c'est vous la seule personne qui peut appliquer ces plans et non d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui n'en connaissent pas les tenants aboutissants. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que la raison pour laquelle je passe mon temps à faire des interviews avec des journalistes comme vous, à sensibiliser les Congolais, à aller dans des universités faire des conférences, c'est pour que tout le monde puisse s'imprégner donc du plan Marshall, du contenu, des activités à mener et réaliser que nous pouvons mettre ce plan-là ensemble. Aujourd'hui, que je sois là ou que je ne sois pas là, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes, des gens qui connaissent déjà le contenu de ce plan et qui peuvent le mettre en œuvre. Mais travaillons ensemble, sensibilisons tout le monde et nous pouvons réussir à transformer le Congo si on arrive à mettre cette vision de développement donc en œuvre. Ça pourra être aujourd'hui, peut-être que le gouvernement futur qui va sortir bientôt pourra prendre beaucoup de ces idées-là à le mettre en œuvre. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre. Donc, il connaît beaucoup de ces idées. J'avais vu qu'on partageait la même vision pour le pays. Donc, s'il arrive à mobiliser une bonne équipe de gens autour de lui pour travailler dans ce sens-là, on peut réussir à transformer la RDC. Alors, moi, je vous dis que nous avons tellement de ressources naturelles que 15 ans suffisent pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent dans lequel tout le monde aura du travail. Les 85% des Congolais au chômage peuvent trouver du travail dans les 15 années à venir. Mais nous pouvons aussi créer une économie florissante qui va nous donner une monnaie nationale crédible et augmenter considérablement le pouvoir d'achat de la population de 458 $ aujourd'hui de PIB par habitant à au moins 15 000 $ dans l'espace de 15 ans. En disant bonne fête à nos mamans, à nos soeurs, à nos femmes, à nos filles. Bonne fête à toutes les femmes congolaises au courant de ce mois de mars. Vous êtes nos héroïnes. Nous sommes là parce que vous nous avez mis au monde et vous nous avez encadrés pour qu'on devienne des personnes que vous avez aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes très reconnaissants à votre égard. Bonne fête à toutes les mamans. D'accord, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir dans cette émission Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita. Vous allez suivre l'émission Les Serviteurs de la République en rediffusion c'est jeudi à 14 h et sur notre chaîne YouTube Sunga Peuple TV. Merci et bonne suite des programmes sur Amen TV, la télé autrement.